Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection pratique en formation. Dirigée par Daniel Berthaud, Véronique Bedin et Catherine Delcroix. La collection pratique en formation regroupe des ouvrages qui traitent de l'évolution des différents types de pratiques sociales, des contextes dans lesquels elles s'inscrivent et de leurs méthodes d'observation. Les travaux retenus répondent à 3 objectifs majeurs. Construire des cadres de référence appropriés à l'analyse de pratiques contextualisées, étudier les interactions entre pratiques individuelles et organisationnelles dans des systèmes d'activités différenciés, formation, travail social, professionnalisation, développement local. Enfin, enrichir les savoirs et pratiques en formation tout au long de la vie selon une approche pluridisciplinaire. Dernière parution. Frédéric Hill, Sabrina Labé-Dir, Professionnalisation, repères et ouverture, 2019. Richard Etienne, Serge Ragano et Laurent Talbot-Dir, Peut-on encore parler de méthode pédagogique, 2019. Dominique Broussal, S'émanciper par les œuvres, Propositions pour la recherche-intervention, 2018. Dominique Broussal, Jean-François Marcel et Joris Thievenaz, Coord, Soigner et former, Contribution des sciences de l'éducation, 2016. Marie-Madeleine Gurnade et Cédric Aitali Coord, Jeunesse sans parole, 2016. Laetitia Progin, Jean-François Marcel, Daniel Perisset, Maurice Tardif Dir, Transformation S de l'école, Vision et division du travail, 2015. Dominique Broussal, Pascal Ponte et Véronique Bedin Coord, Recherche, intervention et accompagnement du changement en éducation, 2015. Richard Etienne, Jean Vinet, Josiane Vitali Dir, Quelle formation professionnelle supérieure pour les arts du cirque, 2014. Véronique Bedin Coord, Conduite et accompagnement du changement. Contribution des sciences de l'éducation, 2013. Bernard Calmette, Dir, Didactique des sciences et démarches d'investigation, 2012. Bernard Fraisse, Dir, Les sciences de l'éducation dans les champs de formation, 2011. Avant-propos. Sciences de l'éducation ou sciences de l'éducation et de la formation? La question a été tranchée par le Conseil national des universités. Depuis janvier 2019, les sciences de l'éducation s'appellent désormais en France les sciences de l'éducation et de la formation. Cet ouvrage, fruit d'un travail collectif de 2016 à 2018, n'intègre donc pas cette nouvelle désignation de la discipline. Préface. ACTIONCONNAISSANCE, en sciences de l'éducation. La recherche pour outrepasser les logiques. Jean-François Marcel, Université de Toulouse. Le titre de cet ouvrage est certes devenu « Les sciences de l'éducation, pourquoi faire ?» Entre action et connaissance, mais je vais m'autoriser, liberté de la préface, à le triturer un peu. En effet, je ne traiterai pas frontalement la question posée par le titre, lui réservant plutôt quelques réflexions conclusives, mais je consacrerai mon texte à investir le sous-titre, principalement l'espace du entre. Remarquons pour commencer, que l'emploi de cette préposition, en lui subordonnant connaissance et action, pose déjà 2 repères. Le plus important est celui de la distinction des 2 termes qui la délimitent. L'action et la connaissance sont ainsi caractérisées comme pour le moins différenciables à défaut d'être radicalement différentes. Le second repère est que entre ne nomme que les 2 bornes, mais ne dit rien sur ce qui le constitue. Ainsi, depuis la modalité béance jusqu'à la modalité reliance, toute une gradation reste envisageable. Dès lors, la première étape de notre réflexion à visée problématisante circonscrira progressivement l'objet, les 2 bornes du entre, en empruntant chemin faisant une voie politique, science-société, une voie épistémologique, recherche-action, puis une voie définitoire, logique de connaissance, logique d'action. La deuxième étape, assez classique, aura en charge la description et l'analyse des relations entre logique de la connaissance et logique de l'action, selon que ces relations adoptent le mode de l'exclusion réciproque, de la fusion ou du rapprochement raisonné. Cela nous conduira dans une 3e partie, à outrepasser une entrée stricte par ces logiques car selon les niveaux, de la communauté, des collectifs ou du chercheur, les relations entre les logiques de la connaissance et de l'action apparaissent quelque peu infléchies par des dynamiques largement distinctes de la rationalité triomphante. L'ensemble de ces réflexions permettra d'étayer quelques pistes de réponse à la question du
Pourquoi faire? Indissociable sans doute du pour qui? Des sciences de l'éducation? 1. Soyons logiques, une focalisation progressive. Il n'est pas inutile de rappeler que nous situons clairement notre réflexion en sciences de l'éducation, une discipline quinquagénaire qui s'est construite et continue de se développer sur un champ de pratique et ce, même si, ces dernières années, les pratiques éducatives ont largement ouvert leurs délimitations. Ainsi les recherches investissent le champ scolaire ou universitaire bien sûr, mais aussi celui de la formation des adultes, du travail social, du soin et de la santé ou de l'animation pour ne citer que les principaux. Dans tous les cas, un lien identitaire avec l'action, au travers d'activités, pratiques, travail, etc., reste prégnant et c'est d'ailleurs traduit par l'émergence d'une nouvelle catégorie laborale, celle des métiers adressés à autrui. 1.1 Un volet politique, les liens entre science et société. Ce lien particulier entre notre discipline et l'action conditionne fortement ce premier volet politique. Les attentes sociales sont importantes et la tentation souvent forte de cantonner les sciences de l'éducation dans une contribution à l'action, le plus souvent en contexte professionnel. Rapprochées d'une sorte d'ingénierie de l'action, elles auraient en charge de traduire des travaux divers pour les mettre au service de l'efficacité des pratiques. Cette perspective de sous-science a été largement combattue par les instances qui régissent les sciences de l'éducation en France, en particulier le CNU et les comités de lecture de nos revues, voire de nos colloques. Ce combat s'est d'ailleurs, pour partie, quelque peu radicalisé en marginalisant toutes les démarches qui se compromettaient avec l'action, en particulier les démarches de recherche-action ou de conseil et d'aide à la décision. Au nom du faire science, la seule visée heuristique était revendiquée et valorisée, de préférence d'ailleurs quand elle optait pour des méthodes quantitatives. Depuis Bourdieu, nous ne pouvons ignorer que le champ scientifique est un champ assez semblable aux autres, un champ sujet à de fortes concurrences entre disciplines dans l'objectif d'augmenter leur autorité scientifique et leur emprise. C'est dans cette optique qu'il est sans doute opportun de décrypter les stratégies des sciences de l'éducation, et leur lutte pour se défaire de l'image de non-scientificité, assidûment entretenue par les disciplines concurrentes. Dans ce contexte, la recherche se devait d'être surplombante et l'action ne pouvait être qu'un objet de connaissance. Le lien entre les deux pouvait exister, mais restait figé. 1.2 Un positionnement épistémologique, les liens entre recherche et action. Ce carcan s'est sans doute progressivement desserré, mais il semble avoir carrément cédé ces dernières années en France. D'une part, le Code de la recherche 2013 impulsant dans ses objectifs les démarches de valorisation et d'autre part, l'évaluation des unités de recherche, initiée par la création de l'ARS puis du HCERES, tentant de prendre en compte la diversité des activités de ces unités ont contribué à faire reconnaître comme pleinement scientifiques des démarches de recherche qualifiées de praxéologiques, de par leur lien fondateur avec l'action. L'histoire de notre discipline s'est toutefois traduite par une vigilance épistémologique sans doute plus importante qu'ailleurs. Ainsi, si les recherches heuristiques visant uniquement la connaissance continuent d'être valorisées, les recherches praxéologiques, visant la connaissance en lien avec l'efficacité de l'action, sont assez largement reconnues. En fait, l'articulation des deux visées semble quasi unanimement acceptée, pour peu qu'un certain nombre de conditions soient rigoureusement respectées, en particulier celle de les articuler sans les superposer ou les confondre. Ce choix de la poursuite d'une double visée a des conséquences très importantes, posture, place des acteurs, des connaissances, validité, statut des savoirs produits, etc., qui toutes impactent les relations action-connaissance. 1.3 Une délimitation de l'objet. Les liens entre logique de la connaissance et de l'action. Pour éviter que notre réflexion ne se perde dans un niveau de généralité préjudiciable, nous choisirons d'appréhender l'action et la connaissance au travers des logiques qui les structurent, logique entendue comme un raisonnement, un enchaînement cohérent obéissant à certaines conventions ou règles, mais relevant plus largement d'une science relative au processus de la pensée rationnelle, induction, déduction, hypothèse et à la formulation discursive des vérités. Dans le champ du discours, la logique est à rapprocher du logo qui, dans la rhétorique d'Aristote, est une des trois catégories fondatrices des différentes façons de convaincre un auditoire.
Plus précisément, le logo, qui signifie mot, discours ou raison, est le raisonnement logique, l'argumentaire qui structure les déclarations de l'orateur. Dans le prolongement de ces définitions, nous entendrons par logique de l'action, l'ensemble des discours produits par énoncé en situation, sur énoncé épistémique et pour énoncé praxéologique, l'action est rationnellement reconstruite. Par logique de connaissance, l'ensemble des discours produits en tant que énoncé épistémique, sur énoncé épistémologique et pour la énoncé méthodologique, connaissance est rationnellement reconstruit. 2. Soyons dialectiques, analyse des liens dialogiques. Nous inscrirons cette analyse, nécessairement brève, dans le prolongement de celle consacrée aux liens entre science et action. 2.1 Logique de la connaissance contre logique de l'action. Dans la tradition scientifique, un premier courant, largement dominant jusqu'à nos jours, défend l'opposition stricte entre les deux logiques. Cette approche, que nous qualifierons de différentialiste, souligne et théorise comme indépassable ce clivage sous l'argument principal qu'il s'agit de deux logiques fondamentalement distinctes et irréconciliables. Elle renvoie à la métaphore d'une science surplombante et coupée du monde, enfermée dans sa tour d'ivoire. Elle se prolonge et se traduit d'ailleurs au niveau des énoncés, voire paragraphes précédents, renvoyant à chacune des logiques. Ici, les énoncés en situation et praxéologiques sont cantonnés dans la logique de l'action, ceux épistémologiques et méthodologiques dans la logique de connaissance qui confisque en prime tous les énoncés épistémiques. 2.2 Logique de la connaissance avec logique de l'action. Une deuxième approche, que nous qualifierons à l'inverse d'antidifférentialiste, insiste sur la porosité et même les passages fréquents entre l'univers de la connaissance et l'univers de l'action, en se basant sur l'indissociabilité de la logique de la connaissance et de la logique de l'action. Elle renvoie à l'image d'un chercheur, acteur social parmi les autres acteurs sociaux, simplement doté, comme les autres, de caractéristiques et compétences particulières. Cette approche, non seulement conteste toute hiérarchisation entre les différents énoncés, mais prône leur mise en relation et leur complémentarité au sein d'une seule et même logique métissant connaissance et action. 2.3 Logique de connaissance et ou logique de l'action. Dans l'optique de dépasser ce dualisme radical, nous esquisserons brièvement une troisième voie, Robert et Marcel, Opsite, en plein développement et en cours de théorisation. Elle repose d'abord sur l'hypothèse d'un rapprochement possible et souhaitable entre la logique de la connaissance, au travers principalement de la recherche, ses résultats, ses méthodologies, ses postures, etc., et la logique de l'action, et ses ancrages en termes d'engagement personnel et ou professionnel, de valeurs, de militantisme, d'identité, d'expérience, d'efficacité visée, etc. Elle défend surtout celle d'un enrichissement réciproque de chacune des logiques dans et par leur articulation. En revanche, la possibilité même de l'articulation entre la logique de la connaissance et la logique de l'action requiert le respect strict et préalable de trois conditions. La préservation de l'autonomie relative de chacune des deux sphères, c'est-à-dire une articulation sans substitution de l'une à l'autre ni sans confusion entre les deux, la poursuite simultanée, possiblement en tension, des deux visées, connaître et transformer, sans instrumentalisation de l'une par elle apostrophe. Autre est la nécessaire organisation technique, matérielle et sociale de dispositifs d'articulation et de dispositifs de dissociation distincts, espace, temps, etc., conditions nécessaires au respect des deux précédents. Cette approche structure le champ des énoncés relatifs aux deux logiques autour d'un noyau central connectant fortement l'énoncé praxéologique et les énoncés systémiques. Les trois autres catégories d'énoncés, en situation, épistémologique et méthodologique, se connectent aisément à ce noyau. Ils permettent ainsi d'envisager un véritable système d'énoncés, relevant à la fois de logique de connaissance et de logique de l'action, sans cloisonnement ni confusion. 3. Soyons iconoclastes, du dépassement des logiques. Après avoir privilégié dans les réflexions qui précèdent, une entrée par les logiques de la connaissance et de l'action, je vais convoquer à présent d'autres logiques, de sources très diversifiées, mais qui sont présentes et à l'œuvre dans le champ scientifique, à des niveaux différents et qui viennent chahuter les deux premières. 3.1 Au niveau de la communauté, la fonction critique de la recherche.
Si nous examinons le niveau macro, celui de la communauté des chercheurs en sciences de l'éducation, les principales logiques à l'œuvre, déjà pointées par Bourdieu, Op. A, sont celles de la concurrence avec des disciplines voisines avec l'objectif de développer son autorité et son emprise sur le champ. Nous pourrions aisément interpréter le dénigrement systématique des travaux, mais surtout des chercheurs en sciences de l'éducation, comme inscrit dans cette stratégie visant à dominer le champ. De la même manière, la récente décision de notre CNU de modifier l'appellation de la discipline, qui après accord ministériel est devenue Sciences de l'éducation et de la formation, pourrait aussi facilement se lire comme une stratégie sans doute défensive, devant l'investissement du secteur de la formation par d'autres disciplines, mais aussi potentiellement offensive pour se renforcer et développer son pouvoir d'action. Pourtant, nous retiendrons plutôt ici une fonction très importante de la recherche en sciences humaines et sociales SHS en général et en sciences de l'éducation en particulier, sa fonction critique. En effet, cette fonction se déploie précisément à l'articulation de la logique de la connaissance et de la logique de l'action. Mais pour se déployer, cette fonction critique requiert la mobilisation simultanée des deux logiques et en cela, se dote d'une portée structurante pour la troisième voie, précédemment esquissée. Les trois acceptions de la fonction critique de la recherche, opposer un raisonnement rationnel à des préjugés irrationnels, exercer son exigence de rationalité vis-à-vis d'elle-même et assumer l'existence d'une base normative, en la plaçant sous condition, nous permettent de confirmer que cette fonction peut être à l'œuvre au niveau individuel du chercheur ou de l'équipe engagée dans un projet de recherche, mais nous envisageons ici au niveau de la communauté, dans une dimension politique au service de la discipline. Cette fonction critique est précieuse, nécessaire et salutaire, principalement dans le cadre d'une discipline qui étudie les questions éducatives, pratiques, savoirs, dispositifs, politiques, valeurs, etc., mais pose de redoutables questions à instruire. Surtout qu'incombe à la communauté la première acception, opposer un raisonnement rationnel à des préjugés irrationnels. Or, notre communauté, depuis ses 50 ans d'existence, se retrouve prise entre deux obstacles. Le caribe de ne pas intervenir dans les débats sociétaux, en se cloîtrant dans une sorte de tour pas nécessairement d'ivoire, ou le scylla de la participation à tout crin, matinée d'une stratégie éthologique de marquage, même superficielle, du territoire éducatif. Dans le premier choix, les sciences de l'éducation sont absentes tandis que dans le second, les disciplines concurrentes ont beau jeu de discréditer un discours insuffisamment adossé, au moins explicitement, à des recherches et donc facilement rabattu sur des logorées militantes. Face à ces deux écueils, un discours critique fort et audible de la communauté des sciences de l'éducation peine à émerger et à prendre place dans les débats. La troisième voie, en réconciliant logique de la connaissance et logique de l'action, semble en mesure de contribuer à fonder ce discours critique et à lui donner une assise épistémologique solide. Il s'agira pour ce faire, que notre communauté en soit convaincue, évite de relancer les dissensions à ce propos et s'engage franchement et collectivement à alimenter ce discours, de façon sérieuse et exigeante. 3.2 Au niveau des collectifs de recherche, la prise en compte de la logique économique. Au niveau des unités de recherche, désormais UR, la question critique n'est pas absente des interrelations entre logique de la connaissance et de l'action, bien sûr, mais elle est plus largement englobée dans celle du positionnement par rapport aux demandes sociales. Je ne reviendrai donc pas sur la contribution des UR aux débats sociétaux relevant du local, pour insister plutôt sur le registre financier. Dans le contexte actuel de la baisse, voire de disparition de leurs dotations récurrentes et de la pression récemment mise sur la durée des doctorats, qui ne peuvent plus s'envisager que très difficilement en dehors d'un financement, avec le corollaire d'une modification des publics accueillis, les étudiants prenant largement le pas sur les professionnels, le financement de la recherche constitue un des enjeux de la survie de nos UR. Dès lors, le positionnement local, par rapport aux demandes, ne peut plus ignorer cette dimension. Hors obtention de fonds propres, point de salut étant ici à entendre comme participation diverse à des projets ou à des manifestations scientifiques. Le volet recherche de notre mission est tout simplement en train de subir une sorte de privatisation, car cette collecte de fonds propres s'effectue au sein de ce qu'il convient d'identifier comme un marché,
avec ses lois de l'offre et de la demande et ses stratégies concurrentes entre unités de recherche en SHS et organismes en tout genre, d'expertise ou de conseil. Par rapport à ce marché, nos UR sont indéniablement pénalisés par leur quasi-absence de structure, peu de postes d'administration de la recherche, par leur déficit de compétences spécifiques en lien avec les stratégies du marché, par une image de la recherche, certes assez attractive, mais souvent peu et mal stabilisée. Le risque important qui menace nos UR serait de céder à la tentation de se débarrasser de la spécialité recherche, pour mieux pénétrer le marché. Là encore, il me semble que la troisième voie peut contribuer à fonder le discours de la communauté, peut fournir ses orientations à la structuration des réponses à apporter aux demandes locales, notamment au travers des 3 conditions. Je rappellerai pour cette approche, le poids de la fonction critique qui investira le profil du commanditaire et la visée effective de la demande, afin d'effectuer un arbitrage préalable totalement indépendant des préoccupations économiques. 3.3 Au niveau du chercheur, les arbitrages éthiques. La mise en relation des logiques de la connaissance et de l'action, au niveau individuel, n'échappe pas évidemment aux exigences des questions éthiques, d'abord portées par la communauté, ou de la logique économique, d'abord portée par les UR. En revanche, c'est individuellement que chaque chercheur sera confronté à des arbitrages éthiques. Ils concernent le rapport aux différents acteurs engagés par nos recherches, concernés incluant ceux qui prennent part à nos enquêtes ou qui participent à nos dispositifs, directement comme des enseignants, ou indirectement comme par exemple des élèves et leurs familles, les éventuels commanditaires et financeurs, les responsables des organisations ou des institutions concernées. Dans certains cas, les logiques de la connaissance et de l'action peuvent s'avérer contradictoires, l'une devenant menaçante pour l'autre. Prenons 2 exemples simples. Le cas d'une connaissance pouvant s'avérer préjudiciable pour l'action, ou l'avenir, d'un acteur ou d'un groupe d'acteurs ou celui d'une action mettant en péril les conditions requises pour l'élaboration de connaissances. Là encore, la troisième approche semble en mesure de poser différemment les dilemmes éthiques, en instaurant une articulation entre les 2 logiques et en les extrayant dès le départ d'une forme d'opposition radicale. Cette approche ne supprimera pas, bien au contraire, la nécessité des arbitrages éthiques, mais elle contribuera à les positionner comme des ajustements plutôt que comme des verdicts tranchés entre victimes et coupables. Conclusion, à quoi servent les sciences de l'éducation ? L'ensemble de mon propos a résolument investi le entre du titre en le déplaçant vers les logiques de la connaissance et de l'action. Ce entre a été repéré, identifié et j'ai proposé de le structurer, c'est-à-dire de relier et d'articuler ces pôles, de le mailler, de le théoriser et oserais-je l'écrire, d'en constituer un vecteur identitaire pour les sciences de l'éducation. Je pense que la dynamique est engagée, à la fois à l'interne, avec le développement des recherches collaboratives, des recherches interventions, du renouveau des recherches actions, etc., et à l'externe de la discipline, avec le courant des sciences participatives. Cette dynamique mérite d'être maîtrisée pour ne pas devenir contre-productive en retombant dans les excès historiquement reprochés aux sciences de l'éducation. Les 3 conditions posées constituent l'amorce d'un socle, sans doute à préciser et à renforcer, mais à ne surtout pas marginaliser dans nos débats actuels et futurs. Dès lors, à la question du titre, les sciences de l'éducation, pourquoi faire ? Je répondrai dans le prolongement de cette préface, qu'elles servent sans doute à connaître, qu'elles servent sans doute à agir, mais qu'elles servent surtout à connaître et à agir, en combinant pour ce faire la logique de la connaissance et la logique de l'action. Je la compléterai par les sciences de l'éducation, pour qui ? Question à laquelle je ne répondrai pas en listant des catégories d'acteurs, même si c'est vers les plus humbles, les plus modestes, les plus démunis, les plus menacés, les plus asservis que se focalisent nos priorités, mais plutôt en envisageant un qui largement collectif, un qui peut être utopique, mais étendu à l'humanité tout entière, un qui pour lequel les sciences de l'éducation, au travers de recherches articulant logique de la connaissance et logique de l'action, contribueraient à accompagner le déplacement vers un idéal émancipateur. Introduction GENERALE. Véronique Bedin et Serge Franc. Université de Toulouse et Université de Montpellier. 1. Au commencement de l'ouvrage.
Les manifestations scientifiques se sont succédé, en amont de cette publication, et en ont nourri son contenu qui a ainsi évolué au fur et à mesure des échanges et des débats entre chercheurs et doctorants en sciences de l'éducation, d'abord français, puis progressivement des pays de la francophonie. La version ultime rassemble donc 15 auteurs originaires de la Belgique, du Canada et de la France. 1.1 En 2016, l'organisation d'une journée d'études. L'histoire commence en 2016 à l'université Toulouse Jean Jaurès, dans le sud de la France, terre de l'Ovalie marquée par une forte tradition rugbystique, laquelle jouera son rôle, à sa juste place bien entendu, dans la dénomination des événements qui vont suivre. Le point culminant en a été l'organisation d'un colloque international à l'intitulé évocateur pour les initiés au ballon ovale, mêlés et démêlés, 50 ans de recherche en sciences de l'éducation, sous l'égide de l'UMREFTS en partenariat avec le LIRDEF, le CIRNEF et le LLA Creatis. Faire émerger les controverses qui ont marqué l'histoire de la discipline et en débattre, confronter les orientations principales, parfois contradictoires, qui ont ciselé l'évolution des sciences de l'éducation, en anticiper les développements stratégiques en maniant l'art de la disputatio. Telles étaient les finalités ambitieuses affichées. Ce colloque a vu le jour après 2 années préparatoires de travail, au cours desquelles la tenue des Journées d'études EFTS a constitué l'événement phare. Il s'agissait de mettre en place 11 ateliers thématiques qui devaient être scientifiquement organisés par un binôme de notions, les débats entre chercheurs permettant in fine de circonscrire sous la forme d'un tweet une controverse en 140 signes. L'atelier Logique d'action versus logique de connaissance va exclusivement retenir notre attention car il a été le point d'ancrage initial de la réflexion ici menée et que sa thématique, considérée comme un marqueur constitutif des sciences de l'éducation, a été choisie par 2 des coordonnateurs de cette publication. Le chemin proposé aux contributeurs de l'atelier a emprunté les voies classiques du IN et les chemins de traverse du OFF. L'allusion est patente au Festival international de théâtre d'Avignon, et l'on constatera d'ailleurs que cette référence théâtrale a occupé une place de choix tout au long de notre cheminement intellectuel, pour proposer même une invitation au théâtre, dans le dernier texte publié à la fin de l'ouvrage. Du côté officiel du IN, les participants ont été conviés à choisir et à formaliser une controverse considérée comme significative pour illustrer le rapport entre l'action et la connaissance. Pour renouveler cette fois du côté plus impertinent du OFF, nos manières de l'appréhender, les membres de l'atelier ont été incités à mêler, démêler, entremêler, selon leur goût et travers, dessins, satires, poèmes, chansons, musique, proverbes, etc., les fils de cette dispute. Une controverse s'est finalement imposée. Logique d'action, logique de connaissance, d'une dissociation revendiquée à une articulation maîtrisée, vers le dépassement du dualisme croisillon 50 ans SE. Mais peut-on parler là de controverse ? La proposition interroge car elle met finalement plus l'accent sur les antagonismes à démêler que sur la controverse à enrichir à proprement parler. Une hypothèse de résolution des tensions entre logique d'action et logique de connaissance se dessine même, depuis une dissociation revendiquée à une articulation maîtrisée avec, comme aboutissement inéluctable, le dépassement de la controverse. 1.2 En septembre, l'organisation d'un symposium thématique. L'histoire s'est prolongée par la constitution d'un symposium, logique d'action versus logique de connaissance, dissociation, articulation, dépassement, qui s'est déroulé dans le cadre du colloque international de sciences de l'éducation que nous avons déjà présenté supra. Ce symposium, animé par les 3 coordonnateurs de l'ouvrage, a permis d'alimenter les éléments de débat et d'analyse sur la problématique posée en s'appuyant sur les communications écrites des collègues et doctorants qui avaient accepté d'y participer. Le parti pris organisationnel du colloque, au nom de l'approche globale et socio-historique qui était la sienne et dont le symposium a bénéficié, était l'ouverture à l'international et à la variété professionnelle de ses participants, lesquels devaient comprendre tant des collègues connaisseurs de la discipline depuis de longues années que de jeunes chercheurs encore en formation. L'idée centrale de notre symposium était d'étudier comment ce rapport action-connaissance avait évolué depuis la création des sciences de l'éducation jusqu'à aujourd'hui, et d'essayer même d'anticiper son devenir.
Les discussions se sont organisées en fonction de 3 perspectives temporelles. Une rétrospective, au cours de laquelle des chercheurs confirmés sont revenus sur les fondements originaux et la dynamique de développement de la discipline relativement à cette question. Un arrêt sur l'état contemporain des recherches concernant ce même sujet. Un essai de prospective en offrant une carte blanche à des doctorants qui ont ainsi imaginé un dispositif théâtral donnant à voir, en 2040, leur dispute future autour de ce rapport entre action et connaissance. 1.3 En 2019, la parution de ouvrages complétés par un site compagnon. L'année 2019 clôture ce long processus de réflexion collective, marqué par des échanges fructueux autour de textes qui ont trouvé leur point d'aboutissement par la parution de cet ouvrage, auquel a été adjoint un site compagnon. Ce dernier vise à enrichir les productions écrites en donnant à écouter les témoignages des différents auteurs et ceux des doctorants présents au symposium. Logique d'action versus logique de connaissance, dissociation, articulation, dépassement. Il permet également de densifier le contenu de certains chapitres en les complétant par des traitements de données, des apports bibliographiques, des références supplémentaires. Mais le site compagnon va surtout offrir l'accès à l'enregistrement intégral d'un dispositif théâtral organisé à la fin de ce symposium, et qui est présenté dans le texte « Invitation au théâtre », placé après la conclusion générale du livre. Rappelons qu'il s'agissait de créer une scénographie de l'évolution des controverses, toujours sur un scénario inspiré des rapports entre action et connaissance en sciences de l'éducation, et en choisissant l'année 2040 comme point de mire. Des doctorants participant à notre symposium ont donc simulé des scénettes fictives favorisant l'expression de ces controverses, situation préparée sous la supervision d'un enseignant-chercheur toulousain, metteur en scène à 16 heures. Ces premiers acteurs ont progressivement cédé la place à différents collègues, tous auteurs d'un chapitre de cet ouvrage. Dans le feu de l'action, ils ont continué à inventer la suite de la fiction lors de belles improvisions théâtrales que nous invitons nos lecteurs à visionner sur le site mis à leur disposition. 2. Les finalités principales visées par l'ouvrage. Si les conditions d'émergence de cette publication ont été précédemment élucidées, il convient maintenant d'éclairer ce pourquoi il a été produit, les chemins de pensée qu'il ouvre, l'orient du texte, dirait Ricoeur, 1986, avec sa force suggestive. Nous allons donc développer quelques-unes des finalités majeures que les textes ici rassemblés se proposent d'atteindre. 3 grands types de finalités ont été retenus, caractéristiques du discours scientifique. Des finalités d'ordre disciplinaire d'abord pour insister sur l'ancrage en sciences de l'éducation des réflexions menées, des finalités d'ordre épistémologique ensuite, indissociables de celles d'ordre praxéologique qui rejoignent parfois des enjeux sociopolitiques, auxquels conduit inexorablement l'étude des rapports entre action et connaissance, des finalités des apostrophes. Ordre théorique et méthodologique enfin, pour renforcer les apports conceptuels sur l'action, la connaissance et leur mode probable d'articulation dans notre discipline ainsi que sur les démarches mises en œuvre au nom de cette articulation supposée. 2.1 Des finalités d'ordre disciplinaire. Le titre de l'ouvrage, À quoi servent les sciences de l'éducation ? Entre action et connaissance, est en soi significatif et indique clairement l'enjeu disciplinaire qui est le sien. La focale d'analyse rapport entre action-connaissance y joue le rôle d'analyseur institutionnel et scientifique pour caractériser les sciences de l'éducation et finalement la raison de leur émergence, leur légitimité et leur utilité, tant heuristique que sociale. L'ouvrage apporte une spécification disciplinaire de ce point de vue, par la lexicologie employée et le sens donné aux mots, à commencer par les termes d'action et de connaissance eux-mêmes, par une autre manière de re-questionner leur mode de relation au fil des ans, les types et objets de recherche mobilisés par les terrains d'enquête investigués. Ce marquage sciences de l'éducation s'avère utile au regard d'autres disciplines qui ont fait également des questionnements et rapprochements sciences-société un sujet d'intéressement majeur, comme la philosophie pragmatique, la sociologie pragmatique, la sociologie de la traduction ou encore la sociologie de l'intervention par exemple. Il n'est que temps de mieux caractériser enfin notre positionnement, d'affiner les différences et points d'accointance avec d'autres courants de pensée, d'anticiper des évolutions possibles même. Le processus de disciplinarisation secondaire,
dont les sciences de l'éducation sont issues selon Hofstetter et Schneuvely 2001, leur confère effectivement une singularité originelle, lourde de conséquences. Les questions venues des pratiques précèdent et provoquent l'émergence des questions de recherche. Une autre manière de le dire, résolument praxéologique, ce qui n'exclut pas l'enjeu heuristique, est celle choisie par Mialaret 2006 page 116. Les sciences de l'éducation ont donc tout d'abord un intérêt pratique, celui d'aider l'action pédagogique, quel que soit le niveau auquel elle se situe. C'est donc bien un cheminement entre action et connaissance qu'empruntent les réflexions menées dans l'ouvrage, toutes disciplinairement ancrées. Entre chien et loup, serions-nous tentés d'extrapoler tant action et connaissance s'entremêlent parfois dans les domaines d'études qui sont les nôtres. L'inscription en sciences de l'éducation est aussi patente, bien entendu, par la préoccupation éducative qui alimente les textes ici réunis, et la contextualisation de leurs problématiques à des domaines qui intéressent préférentiellement notre discipline. Sans souci d'exhaustivité, donnons quelques exemples pour illustrer le propos. Les rapports action-connaissance ont ainsi été analysés dans des domaines divers ou en faisant référence à des thématiques spécifiques. La pédagogie expérimentale et expériencée, l'action éducative, les pratiques et praxis éducatives, les activités didactiques, les éducations à l'éducation inclusive, l'éducation cognitive, la recherche commanditée, la recherche accompagnement d'élus lycéens, l'évaluation des politiques publiques en matière d'éducation, l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur, les pratiques de recherche-intervention en sciences de l'éducation pour l'essentiel. La perspective s'est surtout voulue socio-historique et critique dans les contributions de la première partie de l'ouvrage. Elle a été plus axée sur l'analyse de démarches correspondant à des recherches contractualisées, récemment réalisées, dans la troisième partie. D'autres chapitres, enfin, se sont orientés vers l'étude de dispositifs pédagogiques innovants tels que la transposition d'une approche écologique en éducation dans la prise en charge des élèves en situation de handicap, ou, dans le contexte de l'éducation à l'environnement, le développement d'un dispositif didactique émancipateur mêlant programme scolaire et curriculum de l'apprenant. Citons encore, avec cette visée transformatrice, l'aide au pilotage d'un dispositif d'éducation cognitive à l'adresse de jeunes adultes en situation d'échec scolaire. Ces 3 dispositifs seront détaillés dans la deuxième partie de l'ouvrage. 2.2 Des finalités d'ordre épistémologique et praxéologique. Il était impossible de ne pas prendre en compte ce type de finalité au regard de la préoccupation de départ choisie, et que le paragraphe précédent a d'ailleurs déjà amorcé. N'oublions pas que les sciences de l'éducation ont été qualifiées, à leur origine, de scandaleuses au plan épistémologique, Arduano, 1980, notamment pour leur manière plus ténue d'aborder le rapport recherche-action, dans un milieu scientifique jusqu'alors marqué par la suprématie des conceptions scientifiques internalistes attachées à la rupture bachelardienne. L'ouverture à la recherche praxéologique et aux travaux sur la praxis éducative qui en ont découlé a complexifié les éléments du débat relatif à l'analyse critique des conditions de production, de validité et surtout d'effectivité des énoncés dits de connaissance, et l'on serait même enclin à rajouter également des énoncés dits d'action. Cet aller-retour parfois sinueux entre théorie et pratique s'est accompagné d'un élargissement du registre sémantique de la recherche. Des recherches-actions aux recherches-interventions, des recherches finalisées aux recherches contractualisées, des recherches contextualisées aux recherches commanditées, des recherches appliquées aux recherches transformatives, etc., soit autant d'expressions et de modalités différentes finalement pour traiter des rapports entre action et connaissance, chaque type de recherche insistant sur telle ou telle dimension de la mise en correspondance postulée. À l'heure du développement en France, de recherches appelées collaboratives, Desgagnés 1997, Desgagnés et Sperluet-Bednarz 2005, participative ou coopérative, Le Cronier et al. 2013, Tompe et al. 2013 qui mettent l'accent sur des positions symétriques entre chercheurs et acteurs de terrain. L'ouvrage se propose donc de réinterroger les relations entre action et connaissance dans notre discipline, et de réfléchir à leurs évolutions possibles, d'autant plus qu'une science qualifiée de citoyenne ne ferait pas toujours l'unanimité, trop entachée de relativisme scientifique ou d'idéologie pour certains. À un niveau plus sociopolitique,
Il convient également de ne pas ignorer les injonctions d'instances internationales telles que l'OCDE ou l'UNESCO ayant trait à la Learning Society. Selon cette philosophie éducative, d'inspiration managériale, diront ses détracteurs, l'objectif est d'impulser institutionnellement une nouvelle gouvernance au monde de la recherche afin d'accroître ce rapprochement action-connaissance et développer, par là même, une société à la fois d'apprentissage et économiquement performante, ce qui n'est pas sans susciter des résistances et des critiques. Forquin 2004. Risque de dérive néolibérale des recherches menées, possible augmentation de L'. Individualisation dans le marché des compétences, émergence de réseaux informels de recherche via les nouvelles technologies et difficultés probables à les gérer. Les controverses existaient et demeurent concernant cette capacité à ouvrir la science au monde, à confronter la logique de l'action et celle de la connaissance ainsi qu'à gérer les contradictions éventuelles qui en résultent. Reste à voir comment les termes du débat sont aujourd'hui posés en sciences de l'éducation et au sein de L'. Espace francophone, dans des environnements scientifiques, éducatifs, professionnels et politiques, qui ont eux-mêmes connu des transformations ces dernières années, et différemment de surcroît suivant le continent ou les pays considérés. Des questions se sont donc posées aux auteurs de l'ouvrage. La rupture entre logique d'action et logique de connaissance a-t-elle été revendiquée à un moment donné dans la discipline ? Si oui, dans quelles circonstances cette dernière est-elle passée de cette dissociation à une articulation maîtrisée ? Comment le rapport aux demandes sociales et aux commandes institutionnelles a-t-il pesé sur le positionnement des chercheurs en éducation ? Et continue-t-il à le faire ? Quels sont les risques d'une instrumentalisation de la recherche quand elle accepte de jouer un rôle dans la vie de la cité ? Comment résister alors aux injonctions sociopolitiques et éducatives, aux déviances idéologiques même ? À quelles conditions les pratiques de recherche peuvent-elles devenir formatives et permettre d'améliorer l'action éducative tout en produisant des connaissances validées par le milieu scientifique ? Quelles évolutions sont à penser et à encadrer lorsque la recherche en éducation déplace son centre d'intéressement de la production à la réception, y compris sociale, de ces connaissances et lorsque la production peut elle-même devenir une coproduction organisée avec des acteurs non académiques ? Dans l'entrelac action-connaissance, quelle forme revêt la responsabilité du chercheur en sciences de l'éducation, tant vis-à-vis de ses obligations scientifiques que socio-éducatives ? Et d'autres interrogations qui jailliront au fil de la lecture des différents chapitres. 2.3 Des finalités d'ordre théorique et méthodologique. Abordons maintenant quelques dimensions plus conceptuelles et relatives aux méthodes qui ne sont pas très éloignées de celles épistémologiques, praxéologiques et sociopolitiques, que nous avons explorées supra et dont l'ouvrage se fait l'écho. Il ne s'agit nullement de faire preuve d'exhaustivité dans les propos tenus, mais seulement d'esquisser quelques pistes de réflexion, en partie déjà engagées par nos auteurs. Un premier enjeu définitoire est celui qui concerne les concepts des actions S et de connaissances S, puisqu'ils s'avèrent effectivement centraux dans la thématique que nous avons choisi de développer. Le projet de production de connaissances scientifiques vise en premier lieu à connaître le monde au sens de le décrire, de le comprendre ou de l'expliquer. L'ambition de l'action, originellement, est tout autre. Elle tend d'abord à transformer ce monde en agissant sur le cours des choses. Si controverse il y avait, ce serait donc au regard de ces deux finalités initialement différentes, voire contradictoires pour certains, entre la logique de l'action et la logique de la connaissance. Sauf que dans des conditions à expliciter, la production de connaissances scientifiques peut aussi servir l'action, elle-même contribuant dans sa tentative de transformation des pratiques à produire des connaissances également. Reste que l'action peut s'accommoder de croyances irrationnelles ou de mythes dès lors qu'ils sont utiles à la modification d'une situation, et qu'elle ne puise pas exclusivement ses forces dans les ressources culturelles de son environnement, parmi lesquelles justement les connaissances scientifiques et la pensée rationnelle. Dans cette publication, on ne trouvera pas en général de définition d'un des deux termes pris isolément. Ces deux vocables ont été appréhendés le plus souvent dans les rapports qu'ils entretiennent l'un par rapport à l'autre, conformément à la commande formulée lors de l'élaboration de l'ouvrage d'ailleurs,
et toujours dans le cadre de la recherche en sciences de l'éducation qui constitue le ferment intellectuel de référence, en relation avec certaines de ces disciplines contributives quelquefois. La compréhension de ces deux termes, action et connaissance, et de leur mode de relation est à apprécier dans les contextes spécifiques que les auteurs ont choisi de développer, ce qui les a conduits chacun à proposer des problématiques particulières, mais rassemblées dans chacune des trois parties de l'ouvrage autour des points communs qu'elles dégagent. Nous avons précédemment cité les domaines caractéristiques des sciences de l'éducation, ici considérés et nous n'y reviendrons pas par conséquent. Ce processus de contextualisation amène à diversifier modes de pensée et concepts mobilisés par nos contributeurs. Selon une approche pédagogique, l'usage des expressions pédagogie expérimentale, ou à contrario pédagogie expériencée, trouvera ainsi toute sa place pour mettre à jour deux types différents de rapports entre action et connaissance. Selon une approche didactique, on préférera le terme des activités S à celui des actions S pédagogiques et celui de savoir S au terme de connaissance S. Selon une perspective sociopolitique, l'expression de praxis éducative sera retenue pour rendre compte de la dialectique entre action et connaissance. Dans un autre chapitre, l'agir des chercheurs accompagnateurs pourra être approché paradoxalement par ce qu'un des auteurs qualifiera de non-action. Autant d'exemples donc, qui illustrent des manières différenciées de concevoir l'action et ou la connaissance suivant la focale d'analyse choisie, et dont la troisième partie de cette introduction rendra compte plus précisément et bien évidemment, les chapitres concernés. Notons pour terminer sur ce point, que deux expressions reviennent dans plusieurs textes et qu'elles étaient déjà présentes dans l'intitulé du symposium à l'origine de cette publication. Logique d'action et logique de connaissance. Le vocable de logique ici employé insiste sur la dimension organisée et formalisée, tant de l'action que de la connaissance. Dès lors que les auteurs ont recours à ce terme de logique, il signifie que l'action et la connaissance sont dotées d'un langage, d'une syntaxe et d'une architecture, soit d'une rationalité propre. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.